Bienvenue sur En Vrai, le podcast signé Coca où l'on aborde des sujets dont tout le monde parle ou pas encore et où chacun partage sa vérité. Parce qu'on est persuadé d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Vrai, le podcast de Coca. Ça démarre bien, on digère, hein, j'espère que vous avez bien mangé. Venez manger au Stam, le restaurant du QG. On vous mettra un lien dans la description du podcast. Bon, le moment promo est fait. Nous allons donc maintenant nous lancer dans le sujet qui nous concerne. Le sujet qui est responsable environ de 90% du trafic des influenceurs de YouTube, 80% de LinkedIn et que personne ne maîtrise véritablement, le principe de la start-up. Les start-up, un mot qu'on utilise depuis quoi? Les années 70 à peu près, qui veut parler d'une... Ah, je vois déjà des termes. Oh, il y aura déjà débat sur la NES, c'est parfait. Qui peut à la fois dire la toute petite entreprise, la personne qui travaille dans son garage, 2-3 personnes qui collaborent, mais qui est surtout synonyme d'innovation, de dynamisme. On va parler de ça, et on va surtout parler de ce qui nous concerne, nous, en tant que Suisses, hein, l'enjeu suisse, que ça veut dire créer sa start-up. Et puis, pour parler de ça, parler de ses écueils et puis aussi les alliés que les personnes qui veulent créer leur entreprise peuvent trouver. On a la chance immense d'avoir parmi nous Caroline Widmer et Maurice Gaillard qui font partie de deux entreprises, de deux entités qu'ils vont nous présenter. Pulse et Blaze. Et puis on a aussi, maintenant il fait partie des meubles, hein. On a l'ami Nicolas Rata d'Apollo, l'incubateur de Coca, qui va pouvoir nous parler un peu du point de vue de l'entreprise, de notre entreprise à nous, du point de vue de la communauté, comment ça se passe. On va commencer par les présentations. Du coup, Caroline, on va se dire tu, hein, comme ça c'est précisé. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de Pulse ? Oui, alors Pulse Incubateur HES, c'est important. En fait, c'est l'incubateur des 6 hautes écoles spécialisées à Genève. Juste pour les nommer rapidement, on a la HED, la Haute École d'Art et Design, la Haute École de Gestion, Santé, Sociale, Musique et les ingénieurs. Et en fait, il y a eu cette volonté, il y a maintenant 5 ans, de créer un espace dédié aux jeunes pousses, comme on les appelle, de ces 6 entités, pour qu'ils aient un lieu où développer en fait leur projet entrepreneurial, innovant, et, comme on dit, à fort potentiel. Donc là, maintenant, ça fait depuis 2019 qu'on est actif. Et on a vu, je dirais, bien 150 projets. Il y en a 64, je crois, qui ont fini l'année et demie d'accompagnement qu'on propose. Et puis, on a créé une magnifique communauté d'entrepreneurs dans tous ces domaines. Donc, ce qui fait vraiment la spécificité, pas facile ce mot, de Pulse, c'est l'interdisciplinarité et toutes les synergies qu'on peut créer entre ces personnes qui innovent dans tous ces domaines. Peut-être 2 mots par rapport à ton parcours aussi. Ouais. Donc moi, je suis née en Suisse, mais j'ai étudié en France, à Montréal, j'ai fait un passage par Madrid et je suis revenue au début des années 2000. J'ai très vite rejoint l'administration publique, mais un peu en mode start-up, en travaillant dans le cabinet d'un homme politique. Et puis après une dizaine d'années, je suis sortie de l'administration publique pour monter une start-up, mais dans l'art tech. Et puis c'est profilé Pulse, qui a été vraiment créé en 2019. Et j'ai été la première directrice à prendre les rênes de cet incubateur et j'en suis très fière. Très bien, on aura l'occasion de revenir justement sur ton travail. Et puis, on a aussi donc Maurice Gaillard qui est là pour nous parler de Blaze, qui est là en tant que représentant de Blaze. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation et aussi, j'étais ravi de découvrir un lieu culte qui porte mon nom au sein de Coca. C'est toujours appréciable quand on se balade dans les couloirs. Alors, juste pour préciser, les toilettes du Stam au QG s'appellent Maurice. Voilà. De mon côté, c'était Simone, donc aucun intérêt. Donc voilà, trêve de plaisanterie. Donc, je travaille à l'EPFL, je m'occupe de l'accompagnement de start-up, principalement pour ce qui est de leur lancement sur le marché. Je vais essayer, un petit disclaimer, je vais essayer d'éviter les anglicismes et le jargon, mais c'est malheureusement, comme Caroline et Nico peuvent en témoigner, ça va être compliqué. L'idée, vraiment, dans mon travail, c'est au quotidien, c'est d'encourager à entreprendre, mais aussi de créer des sociétés, donc de transformer des projets en start-up. Je travaille essentiellement dans ce qu'on appelle le medium tech, donc c'est une innovation technique par opposition à une innovation scientifique ou low-tech, on est vraiment plus sur des bases. Il m'arrive d'en avoir aussi également là-dessus, mais dans ma thématique principale est la suivante, c'est vraiment le lancement sur le marché de ces innovations technologiques.
techniques, pardon. Mes principaux, dans le cadre de Blaze, j'ai plusieurs programmes dont Blaze. Les principaux clients de ces programmes sont des étudiants et étudiantes, souvent en fin de cursus, autour de leur fin de master, et également des alumni. On a aussi des ponts pour rejoindre des laboratoires s'il s'agit de développer des technologies plus spécifiques. Mais vraiment, l'idée, c'est aussi de mettre à profit tout l'écosystème de l'EPFL dans un premier temps et de la région dans un deuxième temps, voire même la Suisse, dont on va probablement également parler. Donc, je crois que j'ai plus ou moins... Par rapport à ton parcours, peut-être quelques mots. Un parcours aussi international. Donc, j'ai travaillé, habité à Toronto, à New York et à Hong Kong. J'ai démarré plutôt dans tout ce qui est financier. Je me suis après axé plus dans la partie business. Et avant de rejoindre l'EPFL, j'avais je travaillais entre autres dans le lancement de start-up et l'aide au financement des start-up dans leur démarrage, qui faisait un pont assez logique avec mon activité d'aujourd'hui. Excellent. Et puis, last but not least, du coup, Nico, pour celles et ceux qui ont déjà suivi le podcast sur l'innovation. Peut-être en quelques mots, vu que tu t'es déjà présenté dans ce merveilleux épisode que je vous invite à consulter, bien évidemment, rappeler qu'est-ce qu'Apollo au sein de la galaxie Coca. Absolument. Alors, Apollo, ça, on va dire le startup studio de Coca, donc il y a un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur de Coca, histoire de marier les deux mondes. Notre but, c'est d'accueillir des entrepreneurs, donc soit des gens avec une très bonne idée, soit des gens avec déjà, on va dire, une première ébauche de business ou quelques clients. Et en fait, de prendre ceux qui ont, on pense, un fort potentiel de croissance dans le domaine du digital, qui est notre zone d'expertise, de les aider en fait à élaborer des fondamentaux solides pour leur projet, en termes d'ambition, en termes de problèmes à résoudre. Enfin, finalement, comment est-ce qu'on va les équiper au mieux pour gérer l'inconnu qui est inhérente à tout projet de start-up. Et après, dans un deuxième temps, une fois que la base est solide, d'accélérer en fait ce développement en mettant à profit de nouveau un certain savoir-faire et aussi évidemment tout ce que peut apporter Coca en termes de réseau. Donc voilà, c'est vraiment ces deux grandes phases. Et le but, c'est de faire vivre aussi cet écosystème naturel autour de Coca, dans le but de faire profiter à des startups externes. Et pour mon parcours rapidement, j'ai habité longtemps à Londres, où j'ai travaillé chez Yahoo. J'ai monté une première startup il y a de ça 10 ans. Et ça fait à peu près 5 ans que je travaille, que j'ai monté Apollo avec toute une équipe de chez Coca et que je vois beaucoup de monde avec notamment Pascal Meyer, qui est un aimant, on va dire, à projet, qui nous a permis d'arriver où on en est maintenant en termes de savoir-faire. Ça serait un peu présomptueux, mais en tout cas une certaine expertise et une direction assez claire quant à notre mission. Parfait. Avec vos profils, la première question, elle est toute trouvée. Vous avez les trois pas mal bourlingués, vous avez vu plusieurs réalités professionnelles, académiques, etc. Est-ce que la Suisse, c'est une forme d'Eldorado pour les startups ou pour l'enseignement ? Est-ce que c'est un peu un mirage marketing ou bien est-ce que vraiment il y a quelque chose de particulier avec le paysage helvétique ? J'ai une question que je pose aux trois. La plus rapide prend la parole. Bon, moi, je vais te dire, je commence, mais évidemment, c'est une discussion. Mais je pense qu'on a la chance en Suisse d'avoir un terreau économique hyper stable, des infrastructures solides, un monde académique très élevé. Je dirais que ce n'est pas, pour moi, l'endroit le plus dynamique en termes d'innovation. Je le vois plus très professionnel sur de l'innovation à long terme. Mais petit à petit, ça commence à arriver. Et on a vraiment, j'ai l'impression, ces 10 dernières années, un changement en fait, d'environnement qui devient de plus en plus propice. Mais je pense que mes collègues pourront aussi aller dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème. Il y a plein d'idées. On les soutient à travers des pré-incubateurs, des structures comme les nôtres. Et après, quand elles arrivent à maturité, ça devient un peu compliqué de trouver les financements. Donc, je pense que ça freine beaucoup aussi cette dynamique d'innovation. Une start-up qui est arrivée déjà à lever 5 millions, ça va être très facile de trouver les prochains. Mais vraiment, là, on parle de vallée de la mort. Je pense qu'elle est assez présente en Suisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors moi, je pense que ça dépend aussi passablement dans quel domaine on se trouve, parce que c'est vrai que dans tout ce qui est biotech, sciences, etc., la Suisse est assez reconnue pour ça, donc j'ai l'impression, c'est moins mon domaine, mais qu'il y a quelque chose d'assez établi. Par contre, dans d'autres domaines, notamment le nôtre, le digital, on est forcément, je pense, un peu de retard par rapport à des pays, la France, mais évidemment les États-Unis, et je pense que c'est beaucoup lié à la taille du marché, parce que c'est vrai que forcément, un plus petit pays, ça veut dire un moins grand marché, ça veut dire moins de financement, ça veut dire moins de potentiel théoriquement. Après, on peut en sortir. Mais du coup, ça, je pense que ça freine un petit peu. Et la conséquence de ça, direct aussi, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu de très gros succès dans la partie digitale, je veux dire, qui après en entraîne des autres. On voit beaucoup ce phénomène aux États-Unis ou en France, où des gens qui ont vendu des boîtes pour des sommes faramineuses, qui après réinvestissent leur expertise, réinvestissent leurs fonds dans des jeunes pousses et en fait créent cet appel d'air qui, alors Coca en toute modestie, l'a un petit peu fait à sa taille, mais il manque peut-être un petit peu ça. Je pense qu'il peut avoir un effet de cascade aussi. Alors j'ai un avis un peu divergent sur celui-là, sans aller trop dans les détails. On a quand même pas mal de fonds qui ont été montés par des entrepreneurs à succès après leur exit qu'on souhaitait réinvestir. Après, je pense que la réalité de la taille du marché et aussi d'une aimantation autour des écoles polytechniques et aussi d'un écosystème rendent plus difficile l'émergence de start-up en dehors de ces pôles. J'entends par là l'ETH et le PFL, pardon. Et en fait, je dirais qu'il y a un autre élément qui est intéressant, c'est la proximité avec les entreprises. Je pense qu'on a à la fois, on est dans une culture relativement conservatrice, mais avec des entreprises qui sont présentes et qui ont un intérêt pour l'innovation. Est-ce que c'est par obligation avec les changements actuels ou par nécessité, on va dire, ou est-ce que c'est vraiment par curiosité? Il y a sûrement un mélange de différents aspects. Et toujours est-il que pour tout ce qui est du B2B, la Suisse est un marché, donc business to business, où on vend aux entreprises. C'est un marché qui est relativement propice, en tout cas au démarrage. Il y a, on va dire, quand même une culture technologique. On parle souvent de deep tech nation, donc vraiment un pays qui se concentre aussi par des inventions scientifiques qui se transcrivent ensuite en start-up. Donc il y a ces éléments-là qui sont relativement favorables. C'est plus compliqué, je pense, pour du B2C, donc où on vend directement aux clients, ce que Coca a très bien réussi à faire, étant donné la taille du marché. Après, maintenant, la Suisse est un marché qui est relativement protégé également pour tout ce qui est du B2C, étant donné que quand tu grandis en général dans des pays limitrophes, tu as tendance à voir vers des pays plus grands plutôt que de partir sur un pays plus petit. Donc on a aussi pas mal d'innovations qui se créent. Maintenant, la grande question, c'est comment passer les frontières, et en plus de ça, avec un pays qui est relativement complexe de par ses spécialités culturelles. Je pense aussi qu'il y a peut-être une partie aussi de confort, entre guillemets. C'est vrai que on a beaucoup de chance sur un marché du travail, on a qui est très florissant, et peut-être que les gens vont moins être poussés en dehors de leur zone de confort à cette nécessité d'innover ou en tout cas d'entreprendre qui sera peut-être plus présente dans d'autres marchés. Et je pense que là, c'est pas une critique, c'est, je pense, un état de fait dans lequel on est et qu'il faut peut-être stimuler de manière différente. Et puis une question de culture aussi. Enfin, c'est vrai qu'en ayant été pendant mes études à Montréal dans une culture anglo-saxonne, il y a cette, comme tu dis, cette faim et puis cette envie, cette ambition. Alors qu'ici, parfois, l'ambition peut être un petit peu mal vue. Et puis, on en discutait tout à l'heure, c'est aussi qu'est-ce que c'est qu'une start-up. Parce que c'est clair que si tu veux monter une start-up, il faut tout de suite penser à l'international. Parce que finalement, une start-up, il y a forcément un but de croissance et une croissance rapide et de s'internationaliser. Donc, je pense qu'il y a aussi, quand on dit que le marché est limité, il n'y a pas beaucoup de start-up qui vont pouvoir juste rester en Suisse. Il va falloir aussi tout de suite partir à l'international. Justement, pour essayer de définir un peu les contours de ce que c'est une start-up, parce que si je vous demande comme ça de fermer les yeux puis d'imaginer la start-up, pas idéale, mais la start-up de base qui est un peu une forme de morphe de toutes les startups que vous pouvez rencontrer, elle ressemble à quoi? C'est une personne qui a une idée à un stade plutôt, on parlait de maturité, mais plutôt précoce. Ça ressemble à quoi? Il y a combien de personnes? Pour moi, une start-up, premièrement, le terme est devenu très galvaudé. Nous aussi, on l'utilise chez Pulse, mais la plupart, en fait, c'est des micro-entrepreneurs. Pour moi, une start-up, c'est la tech, c'est de la croissance
et de la croissance rapide et une exit à la fin. Donc, pour moi, c'est un peu ça l'image d'une start-up. Et donc, je ne sais pas si ça correspond un peu aussi. Relativement, et je dirais en effet que comme tu en parlais, Bertrand, au départ, c'est un terme qui est très utilisé. Je pense qu'à tort ou à raison, parce que finalement, ça peut aussi être au détriment de certains entrepreneurs, entrepreneuses qui ne sont pas forcément dans ce type de business et pour qui l'étiquette start-up peut être péjoratif. Et qu'on ferait mieux de valoriser aussi l'entrepreneuriat, on va dire, plus conventionnel, plutôt que d'essayer de tout mettre dans une catégorie start-up. Moi, j'ai aussi un biais et la chance d'être entouré de technologies avec des gens très doués, autodidactes, avec une certaine autonomie qui permettent aussi de repousser les frontières techniques, ce qui me permet aussi d'avoir une vision peut-être plus proche de ce qu'on discutait en termes d'innovation technologique, de rupture et de croissance et de potentiel de croissance. Je rajouterais peut-être l'incertitude à la définition, parce que c'est vrai que soit une incertitude par rapport à est-ce que la technologie va pouvoir faire ce qu'on attend d'elle, ou est-ce que le nouveau concept va trouver son marché. Et c'est vrai que naviguer cette incertitude, c'est une question permanente, je pense, en tout cas dans ces phases de grande croissance qui nécessitent beaucoup de risques, et du coup une croissance et une récompense à clé pour les investisseurs. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec le terme qui est des fois un peu très à la mode. Enfin voilà, c'est un peu tout le monde veut faire sa start-up, c'est très bien. Mais je pense qu'effectivement des fois on a meilleur temps de se dire voilà, ça c'est une start-up, elle répond à tel schéma et du coup c'est de telle manière qu'on va pouvoir augmenter ses chances de succès. Ou ça c'est un autre business qui est peut-être plus traditionnel, qui est tout aussi bien, mais du coup qui va avoir d'autres tenants et aboutissants. Ouais, et pour rebondir sur ce que disait Maurice, nous, par exemple, chez Pulse, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont pour ambition en fait, de développer un business de manière locale, durable, circulaire. Donc, en fait, on est très, très loin du monde de la start-up qu'on imagine. Pour autant, en termes de communication, on utilise le terme start-up, mais vraiment, on est beaucoup plus dans un soft entrepreneur avec un développement beaucoup plus lent finalement, mais beaucoup plus solide peut-être, avec une volonté de pouvoir en vivre, d'employer du monde. Donc, il y a un vrai impact économique sur le tissu économique genevois, mais beaucoup moins de croissance et de rapidité dans l'approche. Du coup, si j'entends tout ça, je me dis, en fait, vu qu'on est sur quelque chose de plus lent, qui n'est pas aussi canvassé que ça, qui est quand même bourré de clichés, etc., on peut faire des erreurs très tôt, en fait, quand on a son idée et puis qu'on veut la concrétiser ou en faire un business. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ou comment dire, les réaiguillages que vous faites le plus rapidement chez quelqu'un que vous accompagnez? Alors, pardon, vas-y. Non, mais nous, ce qu'on dit tout de suite en fait aux gens qui rentrent chez Pulse, c'est d'être prêt, premièrement, à être challengé. Si les gens ne sont pas prêts à être coachés, challengés, ça ne sert à rien de venir dans un incubateur. D'être prêt à pivoter, parce qu'aucune idée qui est rentrée chez Pulse est sortie identique à la fin. Et je pense qu'il faut être prêt à tester. Donc, en fait, il ne faut vraiment surtout pas tomber amoureux de son idée, mais vraiment toujours questionner quel est le besoin, à quelle problématique on répond, pour vraiment faire évoluer son idée et puis qu'elle réponde à la fin à un réel besoin. Alors, moi, je dirais absolument exactement la même chose. C'est développer cet amour du problème plus que de la solution. Bah oui, bien sûr. Je pense que c'est la première chose. À quoi est-ce qu'on répond, à qui, c'est l'essentiel. Parce qu'après, et ça, je pense que ça soit une start-up ou plutôt une micro-entreprise, connaître son client vraiment, qu'est-ce qu'il a besoin, pour après pouvoir apporter la meilleure réponse, eh ben, c'est la base, ça paraît très logique, mais souvent, on l'oublie. Je ne veux pas être follement original sur ce coup-ci, mais je pense que, étant donné qu'on travaille avec des porteurs et porteuses de projets à des stades relativement similaires, je pense que c'est la plus grosse problématique. Et je dirais au-delà de ça, c'est vraiment et on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent, c'est vraiment d'essayer de comprendre quels sont les besoins et pas de partir de son idéologie. C'est-à-dire que, et c'est peut-être aussi souvent ce qu'on peut retrouver chez les ingénieurs, c'est vraiment l'idée, tu as cette possibilité de développer à l'infini finalement, alors que souvent, une grosse partie de mon travail, c'est de leur dire, imagine que tu n'as pas ces capacités pour le faire et que tu devais engager quelqu'un. Donc en gros, c'est parce que tu mets du temps, si tu devais mettre, je sais pas moi, 10 francs chaque heure que tu as passé à développer, mais dans le vide, on va dire, si tu devais payer quelqu'un pour ce développement, est-ce que tu le ferais de la même façon ? Et
Et c'est toujours cette idée de dire je fais quelque chose qui est réfléchi. C'est vraiment, je pense à nos travails de façon générale, c'est aussi la planification. On dit toujours une bonne idée, c'est génial, mais en fait, en réalité, dans notre quotidien, c'est l'exécution, une bonne exécution qui est clé pour réussir là-dedans. Oui, et en fait, ce que tu dis, je trouve cool le parallèle de se dire, voilà, est-ce que si tu devais engager quelqu'un, tu le ferais de la même manière? Ça veut dire, en fait, souvent les gens ils ont tendance à oublier que leur temps c'est aussi une ressource et qu'elle est aussi limitée, et donc du coup comment est-ce que tu vas allouer ton temps de la manière la mieux possible pour augmenter les chances de succès. Donc c'est vrai que l'analogie c'est ok, si moi je devais me payer, combien je suis prêt à me payer, et puis pour aller de nouveau le plus juste, le plus vite possible, parce que souvent on valorise énormément la résilience chez l'entrepreneur. Waouh, il a bossé énormément, c'est une bête de travail, etc. Alors oui, mais il y a aussi plein de bêtes de travail qui réussissent jamais. Donc je pense que c'est aussi la question, ok, il faut bosser de manière intelligente. Et ça, je pense que effectivement le mouvement startup a apporté pas mal d'éléments de réponse qui bénéficient l'entier des entrepreneurs, quelle que soit leur échelle, que ça soit extrêmement technologique ou bien que ça soit quelqu'un qui se lance à son compte. Et je pense, pour reprendre souvent, donc je vais toucher un petit point un peu touchy, mais je pense qu'il y a aussi le mythe et le glamour derrière la start-up et du serial ou de la serial entrepreneur ou entrepreneuse. En final, c'est plutôt qu'est-ce que tu as mis en place et ce processus d'itération qui peut se faire au sein de ta start-up ou au sein de tes projets. C'est qu'est-ce que tu as appris. C'est vraiment toujours ce côté de perfectionner ton bon. Je compare souvent ça aussi à des sportifs et sportifs d'élite. Tu peux avoir un bagage technique ou une facilité dans un sport, mais pour vraiment passer ce stade et le start-up, c'est du haut niveau. C'est vraiment, tu es dans une compétition intense, tu es dans un marché peu connu, c'est très, très physique, on va dire, mentalement et aussi physiquement, finalement, ça se ressent aussi sur le corps. Et c'est vraiment ce challenge qui doit être là et cette envie vraiment d'aller, d'apprendre, d'itérer, pas seulement en autoproduit, mais aussi à titre personnel. Et puis vraiment partir sur un marathon, en fait, c'est ça. Parce que le gros risque aussi, c'est de se griller très rapidement, de tout donner, de tout. Les burn-out sont très fréquents dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment un problème, en fait, qu'on voit très souvent. Parce que la réalité, c'est qu'en Suisse, ça coûte quand même cher de se loger, de se nourrir, etc. Donc souvent, les entrepreneurs accumulent des jobs à côté, donc, pour pouvoir vivre. Donc on leur dit vraiment souvent non plus de ne pas vouloir tout donner tout de suite, mais d'y aller par étapes et d'essayer de tenir sur la longueur comme dans un marathon, parce que sinon ça peut être vite difficile à tenir sur... Ouais, je pense qu'effectivement, d'arriver à un peu prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, que ce soit pour des raisons business ou personnelles, je pense que ça aide à courir ce marathon et puis à ne pas se griller en faisant beaucoup d'heures pour nous rassurer, en disant voilà, plus j'en fais, plus j'ai de chances de réussir. Je pense qu'il faut faire, mais il faut faire juste. Il y a beaucoup de littérature à ce sujet. Non, et puis pour rebondir là-dessus aussi, c'est d'éviter le Swiss finish. C'est-à-dire que nous, on pousse beaucoup les gens. Il y en a beaucoup qui se concentrent sur leur logo, sur leur naming. Limite, on s'en fiche. Le plus important, c'est d'aller tester. Et c'est pas grave si nous, on les pousse à prototyper, vraiment à avoir quelque chose de, évidemment, pas top et pas fini. Mais pour aller prendre les premiers feedbacks et se dire, OK, si tous les feedbacks sont négatifs, je passe à autre chose. Et de ne pas perdre ce temps, justement, qui est si précieux. Et pour rebondir là-dessus, on dit qu'un bon projet, avant de commencer à développer, il faudrait pouvoir le vendre sur papier. Donc, j'entends par là, c'est vraiment qu'on parlait de besoin aussi en amont. C'est vraiment ce côté où on a compris, on est allé suffisamment en profondeur dans le sujet pour se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui sont là, waouh, tu as compris ce que j'attendais, tu as un truc qui est vraiment ce qu'on appelait un game changer dans mon industrie, dans mon quotidien, etc. Et je pense que c'est ça qu'on parle de déclic qui permet aussi de se dire, une fois que tu commences à avoir ces retours-là, ça te permet de te dire, est-ce que je m'obstine, un peu pour reprendre ton point, je m'obstine dans une direction qui est incertaine mais qui me rassure peut-être, ou au contraire, j'ai des vrais, ce qu'on appelle signaux, signaux de traction qui nous disent que je suis dans le bon sens, que j'ai un filon que je peux exploiter. Ça vous arrive des fois de plus y croire, de croire au potentiel d'une affaire que la personne qui a eu l'idée, ou à l'inverse, c'est plutôt la personne qui croit trop et vous devez plutôt leur mettre... C'est quel cas de figure? Des fois, les gens ont une super idée mais la vendent mal, et puis des fois, les gens ont une très mauvaise idée mais la vendent très bien. Et ils finissent président des États-Unis. Il y a vendre son idée et puis il y a en être amoureux. Et je pense que pour la question de en être amoureux,
On est plutôt, à mon avis, on est tous plutôt dans la retenue avec une vision un peu plus, on va dire, détachée. Par rapport à la vente, bon, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont plus avoir besoin d'être coachés que d'autres et ça vient par la pratique. Mais là où je te rejoins, c'est que des fois, moi, je dois me retenir parce que c'est vrai qu'il y a des fois des idées ou des gens que je trouve ça tellement formidable que j'ai hyper envie de les pousser. Et puis, en fait, c'est un grand risque parce que après, ils vont se sentir obligés. Tu vois, il y a comme une relation, en fait, où on est un peu là comme mentor. Ils se disent, mais si elle dit qu'il faut que j'y aille absolument. En fait, il faut surtout pas que ça vienne de nous. Il faut vraiment que ça vienne d'eux parce que le risque, c'est que justement, ils aillent au mur parce qu'ils n'ont pas pris le temps eux-mêmes de développer cette conviction. Puis on leur dit tellement souvent qu'il faut rester humble et puis garder les pieds sur terre que finalement, ils essayent de pas aller trop vite non plus, quoi. Et je rejoins ton point sur le fait que j'ai une approche qui est vraiment plus dans l'idée un peu à l'américaine, driving seat, c'est-à-dire que on est là pour encadrer, aider, mais on n'est pas là pour conduire la fusée ou le véhicule. Et c'est vraiment cette retenue-là. Donc, tu peux trouver un super potentiel sur le projet. Et en général, il y a un projet et un porteur, une porteuse de projet. Ça va de pair. Donc, tu peux avoir à se dire, cette personne, elle a un monstre potentiel. Mais l'idée, c'est que la personne se développe à son rythme, l'aiguiller, mais là, finalement, c'est ses choix. Et c'est cette personne qui se sera construite, qui aura évolué à travers nos encadrements, qui va être finalement notre but ultime. C'est de les préparer au mieux, pas de faire le boulot pour eux ou de prendre les décisions pour eux. Oui, il y en a souvent en fait qui sortent. Là, je te donne un exemple, c'est peut-être concret pour les gens qui nous écoutent, mais nous, on accompagne vraiment des micro-entrepreneurs. Hein. Donc, je te donne l'exemple d'une pâtissière qui veut développer une plateforme de pâtisserie, mais plus magnifique, zéro déchet, en ligne, livré à la porte. Donc, elle a un concept très abouti, mais elle a toujours eu un job à côté dans une grande banque qui a disparu récemment et qui lui ramenait un vrai revenu, donc une qualité de vie. Et quand elle a fini Pulse, elle s'est dit « Ah non, je peux pas ». Parce qu'elle s'est rendue compte de ce que ça allait impliquer comme investissement, comme investissement de temps, mais aussi d'argent, etc. Elle est retournée bosser dans sa banque. Et après 2 mois, elle a réalisé qu'en fait, c'était son rêve. Donc, moi, je ne l'ai jamais poussée. Elle a réalisé elle-même qu'elle voulait vraiment le faire. Et je pense que c'est important que ce soit la personne qui le réalise elle-même. Parce que si je l'avais poussée, peut-être qu'elle aurait collapsé après 2 mois, au contraire. Alors que là, maintenant, c'est son business et elle le tient par les rênes et puis elle y va à fond, quoi. Nous qui avons peut-être la double casquette aussi, parce que nous, on ne l'a pas dit, mais on développe aussi certaines idées nous-mêmes, 100% à l'interne. Donc, des fois, c'est nous qui tombons amoureux de nos propres idées. On en a planté déjà un sacré nombre. Donc, du coup, ça force à la modestie, évidemment. Mais je pense que c'est aussi... je ne voulais pas reprendre le parallèle de la relation amoureuse, mais je pense que voilà, les premières relations, on est tout feu, tout flamme, et puis plus on en fait, plus on gagne en maturité aussi. Et je pense que nous, l'échec force à l'humilité, où on va prendre peut-être un peu plus de recul, analyser le projet sur d'autres angles, moins tomber amoureux de la finalité, mais plutôt d'autres choses qu'on a déjà mentionnées avant. Donc c'est vrai que des fois on se retrouve nous aussi un peu... Il faut cette magie, cet engouement, parce que c'est aussi ce qui nous tire et qui fait à mon avis dépasser des montagnes à plein de gens. Après c'est un peu ce doux travail de cadrer cette énergie exactement, et les attentes, parce qu'après la chute peut être dure aussi si tes attentes sont déçues. Il y a un moteur dont on n'a pas encore parlé et puis qui peut des fois, je pense, rajouter du stress, c'est l'idée la peur de se faire voler son idée. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent ou est-ce qu'on est un peu trop dans le Far West? Je dirais qu'il y a quand même un point pour peut-être le seul cas où c'est pas une question d'idée, mais c'est plutôt des questions technologiques et scientifiques. C'est dans le cas où il y a un brevet ou potentiellement dont il ne faut pas parler, sinon on ne peut pas filer de patent, donc pas avoir un risque, encourir un risque, avec l'anglicisme, pas un peu, avec son brevet, mais sinon de façon générale, c'est au contraire, il faut en parler un maximum, mais surtout au-delà de son cercle. Très souvent, on a tendance à aller se rassurer, et un peu quand tu disais tomber amoureux de son produit, on va se rassurer auprès des gens qui nous veulent du bien. Mais finalement, le vrai truc, c'est d'en parler un maximum, parce que déjà, d'un point de vue de retour, on aura des retours qui sont beaucoup plus honnêtes. Deuxièmement, un wow, ça ne te fait pas vendre de ton produit. C'est vraiment, on dit souvent que c'est dès le moment où tu as tes premiers sous qui tombent dans ton compte en banque que tu as vraiment finalisé ton processus. Donc vraiment, pour arriver à ça, il faut tout ce processus de décryption, de
d'analyse aussi de la problématique. Et justement, d'aller en parler, c'est un maximum, sachant qu'en fait, en réalité, on n'est pas en train de monter forcément un business facilement réplicable. Et surtout, comme on en parlait juste avant, c'est un marathon. Donc, peu de gens, peut-être il y aura beaucoup de gens au départ, mais finalement, pour une bonne exécution dans un domaine qui est si compétitif et si difficile, il y a très peu de gens qui finalement vont se lancer. Ouais, et je pense que... en général, c'est ce qu'on dit, c'est pas l'idée qui compte, c'est la manière de la déployer, de l'exécuter. Et c'est souvent, le plus important, c'est la team qu'il y a derrière, quoi. L'équipe est aussi l'aspect financier, trouver des gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans son projet. C'est quelque chose qui est difficile, que les gens envisagent de la bonne manière, en général, comme dans les entreprises que vous accompagnez. Enfin, quelle vision vous avez avec l'expérience d'accompagnement au fil du temps? Le financement idéal, c'est pas, j'imagine, le financement qui est trop gros, parce qu'on imagine que des fois, on peut mourir riche, hein, même avec une bonne idée. Quelle est la bonne philosophie à avoir vis-à-vis de l'argent et faire rentrer de l'argent? Alors nous, on accompagne des projets, donc on est un pré-incubateur, donc on a cette position, je dirais, qui facilite un peu la recherche de financement, dans le sens où on va beaucoup pousser ces jeunes à aller se frotter au concours, au prix. Premièrement, c'est un double effet, ça te permet de tester ton idée et de voir quels sont les retours, parce que pitcher devant un jury et d'apprendre tout leur feedback, c'est finalement le plus important, c'est vraiment de voir ce qu'ils en disent. Et puis, ça permet de voir si on arrive à convaincre un jury, et ça va être les classiques, Venture Kick, mais aussi à Genève, on a pas mal de bourses pour le développement durable, donc on a Ginov de la ville de Genève, on a le prix DA qui sera remis ce soir, que 2 années consécutives, c'est des gens de Pulse qui vont gagner. Donc, c'est une bonne façon de tester son marché et puis de récolter les premiers fonds. Après, c'est pas avec 20 000 francs que tu vas monter une boîte. Nous, ce qu'ils cherchent essentiellement, ça va être des clients. Et puis après, on parle toujours des différentes phases. Il y a les 3 F, les Friends, Family and Fools, qui vont être là pour amorcer vraiment les premiers financements. Et puis après, ça va être les business angels. Et après, je pense que vous êtes plutôt dans la catégorie VC ou investisseur, ce qui me concerne un peu moins du côté de Pulse. Alors du coup, peut-être pour rebondir là-dessus, donc je pense que l'essentiel, une levée de fonds et de façon générale, alors on peut avoir des besoins qui sont propres à chacun, j'entends chacun sa vie, son contexte. Je dirais que les fonds, en tout cas de type investissement, sont là pour accélérer ou débloquer des situations. C'est-à-dire que faut pas tomber dans une logique, à mon sens, de se concentrer plus sur comment je pourrais recevoir des fonds plutôt que comment est-ce que je pourrais en générer. J'entends l'aspect organique, que ce soit par la suite dans ta négociation de termes, c'est que tu as une autre allure quand tu viens voir un investisseur dès le moment où tu as des premiers clients que si tu n'en as pas du tout. Et ça fait aussi une partie de dérisquage, c'est aussi une question de motivation. Et je pense qu'il faut garder un bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire de saisir des opportunités, mais pas se noyer dedans. Et on a cette expression assez souvent avec mes collègues, des grant lovers. C'est l'idée, c'est pas de tomber amoureux des concours et autres. Support, de s'en servir, d'en avoir mais vraiment une application utile. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour avoir 10-20 000 francs, je suis là pour avoir 10-20 000 francs pour nourrir ma stratégie. Et on repart de l'exécution, je pense que c'est un point clé parce qu'il est essentiel, vient nourrir ma planification et me débloquer ou accélérer une situation, que ce soit au niveau technique, soit au niveau business. Je pense que c'est l'élément principal. Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier de se mettre du point de vue investisseur aussi, parce que l'investisseur, il est quand même là pour gagner de l'argent. Donc, du coup, lui, il va investir dans un potentiel de business qui ne doit pas être si potentiel que ça. Dans le sens, non, mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu du rationnel derrière. Alors oui, on peut vendre une vision, oui, on peut vendre un grand marché, je pense qu'on peut lever des fonds, mais effectivement, lever des fonds n'est pas une finalité en soi, c'est un moyen de soutenir un business, comme le recrutement, comme d'autres choses. Et donc du coup, alors en tout cas, de nouveau, ça concerne que nous et nos startups, mais on essaie vraiment qu'il y ait une base solide avec un business model qui est solide, parce que le plus le business model est solide, le plus on va pouvoir lever des fonds facilement. Donc c'est un peu le juge et l'arbitre quand même, l'investisseur, parce que le fait qu'ils ne veulent pas lever... Enfin, si on a de la peine à investir, c'est peut-être que notre business, il n'est peut-être pas non plus assez attractif. Après, on se cache un peu derrière, le marché de l'investissement, il n'est pas très bon. Enfin, voilà, mais je pense qu'en tout cas, avant de devoir lever 10 millions, je pense que si on a une bonne idée, on arrive à lever des fonds. Il faut juste arriver à trouver cette traction. Et donc, du coup, par rapport ça va aussi en lien avec l'usage des fonds, le plus on arrive à être
lean, à allouer ses ressources au bon endroit, on en revient avec la priorisation du temps et de ce genre de choses, et ben, le plus on va pouvoir faire beaucoup finalement en termes de traction avec un minimum de fonds. Et ça, je pense que c'est aussi une hygiène importante pour l'entrepreneur ou le start-upper. À un moment donné, tu as parlé de faut sentir le contexte économique, c'est pas le bon pour investir, etc. Il y a aussi les tendances. Deep tech, clean tech, med tech, etc. Comment vous les vivez, vous, de l'intérieur? Est-ce que c'est des courants de mode sur lesquels il faut surfer parce que c'est là tout d'un coup qu'il y a le plus d'intérêt et donc moyen d'attirer de la visibilité et des fonds? Ou bien est-ce que c'est un paramètre qu'on prend un peu en marge parce qu'on se dit, bon, bah, c'est ça qui marche en ce moment, mais on sait que ça va durer 2 ans et puis après on va passer à autre chose? Comment vous accompagnez les gens là-dedans? J'imagine qu'il y en a qui sont très conscients d'être dans le moment avec leur idée. Est-ce que c'est quelque chose qui est un vrai plus? Moi, j'ai l'impression d'être très chanceuse parce que je suis entourée par pas mal d'entrepreneurs qui ont envie d'innover pour vraiment faire avancer les choses dans le sens que notre monde aille un petit peu mieux ou moins mal. Donc, je pense que ça, c'est une tendance, mine de rien, qui est de plus en plus présente, en tout cas dans mon environnement. Et on sent quand même que toutes les initiatives publiques, notamment à travers la FIT, le FIF, tous les fonds publics qui investissent dans les projets, dans les startups, mettent quand même dans leur cœur les SDGs des Nations Unies, donc les objectifs du développement durable. C'est difficile aujourd'hui d'obtenir des fonds publics, notamment si on n'a pas une intention positive, du sens et qu'on veut résoudre en fait un vrai problème de société. Donc moi, je le vois vraiment au quotidien, donc c'est assez valorisant. Et puis après, il y a des grandes tendances comme l'agritech, l'edtech, toutes ces techs qui sortent un peu des classiques qu'il faut prendre vraiment au sérieux parce que ça peut être des vrais, comme on disait, game changers aujourd'hui, vraiment pour la planète, je pense. Alors nous, on en voit aussi beaucoup passer. Il y a 5 ans, tout le monde voulait faire le Uber de quelque chose. Après, ça a été la blockchain dans tous les sens. Et je pense qu'il y a un petit côté où c'est un peu un mot valise où il faut se méfier un petit peu. Nous, on le voit plutôt comme des nouveaux outils technologiques en fait, qui vont nous permettre de réaliser quelque chose qui ne l'était pas avant. Donc en fait, je pense qu'en termes de faisabilité, ça ouvre à la réalisation de plein de nouvelles idées. Mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait un problème, qu'il faut qu'il y ait un business model, qu'il faut qu'il y ait... Enfin, voilà, tout ce genre de l'IA ne règle pas choses. tout. Voilà, l'IA ne va pas tout régler. Donc voilà, nous, mais c'est notre approche peut-être un peu pragmatique de cet aspect-là. Alors, je dirais que moi, il y a un mix parce qu'il y a quand même un aspect scientifique derrière. Donc, des émergences peut-être au sein des laboratoires avec peut-être plus de candidats à lancer certains produits ou à tangibiliser certaines recherches. Plus généralement, je dirais que, pour reprendre un peu ce que disait Caroline, il y a des challenges de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gros problèmes liés à la nourriture, au futur, la question du climat. Donc, on a des domaines qui sont aussi porteurs. Maintenant, c'est à niveau. Il faut toujours tous ces domaines qui ont la cote, qu'on le vend en poupe, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est-à-dire que tu as des projets qui ont un réel impact derrière et d'autres qui sont peut-être un impact court terme qui est immense, mais finalement, quand tu prends l'entièreté du projet qui est finalement négatif. Ce que je trouve intéressant pour reprendre un peu l'intégration de ces éléments SDG, et différentes considérations de durabilité, c'est d'appliquer ça à tous les niveaux de ton business. C'est-à-dire que tu peux avoir un impact dans ce que tu fais, mais à nouveau, si globalement, tu n'as pas réfléchi au sourcing, aux différents éléments, finalement, tu seras peut-être dans du net ou du net négatif. Donc, pour moi, c'est l'élément qui est vraiment à regarder pour ces derniers éléments. Je me suis un peu attardé sur la clean tech, mais je pense qu'il y a des rationnels qui sont relativement similaires dans les autres secteurs dont on a parlé, mais en tout cas dans celui-là en particulier, où il faut aller vraiment regarder l'entièreté et de se dire, écoute, ou même potentiellement à l'inverse, je peux être dans un domaine qui est peut-être labellisé comme étant relativement négatif, mais je peux avoir un impact positif dessus. Donc c'est vraiment, je dirais, pour revenir aussi au modèle des startups, le fait qu'on puisse croître, avoir beaucoup d'impact assez rapidement, c'est aussi une responsabilité ou une opportunité pour changer les choses dans des secteurs qui ne sont pas forcément connus pour être les plus dorés, on va dire.
Je pense aussi que ça va créer un appel d'air, parce que là, on dit tout le temps, il ne faut pas tomber amoureux de son idée, etc. Mais à la base, il y a quand même toujours une idée. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi à une thématique, soit à quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, le dérangeait, soit dans le cadre d'un champ de réflexion particulier ou dans le cadre d'études ou ce genre de choses. Et en fait, c'est vrai que tout d'un coup, de dire, voilà, il y a cette nouvelle technologie, l'IA. Alors oui, il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de bruit, enfin, il y a beaucoup de gens se positionnent là-dessus, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de cerveaux qui réfléchissent autour de quelque chose et qui va démultiplier le nombre de chances d'avoir quand même quelque chose de cool qui sorte à la fin. Après, il faut la travailler de manière assez rationnelle, comme on en a déjà pas mal discuté aujourd'hui. Donc du coup, c'est un petit peu, on s'en méfie un petit peu, mais en même temps, ces tendances démultiplient les chances qu'il y ait quelque chose une belle opportunité aussi qui sorte, ou des opportunités connexes. Par exemple, de nouveau, l'IA, elle rend plein de projets infaisables il y a 5 ans, absolument, qu'on peut considérer, en tout cas réalistiquement considérer aujourd'hui. Et ça, je pense que ça change beaucoup de choses. Justement, est-ce qu'il y a des galères qui existaient il y a 4-5 ans qui n'existent plus maintenant? Ou est-ce qu'il y a des galères qui n'existaient pas il y a 4-5 ans qui existent maintenant? Parce que des bonnes idées, il y en a qui ont peut-être 4-5 ans dans la tête de beaucoup de monde. Le contexte a changé pas mal avec le Covid, etc. Est-ce qu'il y a... C'est quoi le plus gros changement de ces dernières années? Et moi, pardon, vas-y. Non, je dirais la sortie du Covid. Non, mais, c'est vrai que ça, c'est l'inverse de la trend. C'est que la trend, elle commence puis elle finit. Alors, il y en a qui parlent de bulles, voilà, de tendance. C'est vrai que le Covid, tout d'un coup, tout le monde voulait consommer local, les e-commerce explosent, le Covid finit, tout ça s'arrête. Ou une grosse partie de ça, il y a beaucoup de projets qui ont arrêté. Donc, la galère, elle est peut-être la fin de la vague qu'on surfe. Ouais, et puis après, on rigolait de l'IA, mais je pense que l'IA a amené quand même un monde des possibles pour les gens qui veulent monter leur start-up qui est infini. Aujourd'hui, tu peux te monter une plateforme, un site internet, créer ton logo. Enfin, tu peux tout faire in-house pour un premier lancement de manière très, très rapide et très facile. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi ce phénomène où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont essayer de lancer des choses. Donc, peut-être qu'il y aura quelques opportunités qui vont sortir du lot. Mais il y a aussi, à mon avis, beaucoup de bruit qui va arriver parce qu'il y a tellement de possibilités maintenant avec cette nouvelle technologie. Et je dirais, pour rebondir, alors on a beaucoup parlé d'IA, donc l'intelligence artificielle. Je pense que c'est à deux niveaux. Pour les personnes qui n'avaient pas forcément les capacités ou les connaissances, en tout cas au démarrage, pour aller vite et créer quelque chose. Tu parlais d'une plateforme, comme tu l'as dit, tu peux démarrer assez rapidement. Tu as beaucoup d'outils qui sont aujourd'hui présents où tu peux quand même construire, d'avoir une première fondation assez intéressante. Pour les personnes qui sont plus dans la deep tech, c'est d'aller plus vite et plus loin, plus en profondeur. Donc, c'est vraiment un game changer là-dessus. Maintenant, je dirais plutôt que 5 ans comme horizon de temps, je prendrais un peu plus long. Je dirais 10-15 ans. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de méthodologies et de façons d'opérer qui sont disponibles sur Internet. Je pense que c'est intéressant parce qu'on peut se baser sur des éléments qui ont été vus et revus, testés. Et je dirais que c'est un des changements aussi, c'est peut-être qu'à l'époque, on était beaucoup plus aventurier dans la façon d'approcher les choses. J'entends par là, c'est qu'il y avait moins de Canva et autres. On approchait beaucoup plus d'une façon peut-être opportunistique et moins linéaire. Et c'est peut-être un des grands changements qu'on a également, qui s'est fait au cours des dernières années. C'est également avec l'émergence du mot start-up. C'est aussi toutes les solutions et, comme je disais, méthodologies qui existent, qui sont applicables et qui amènent aussi différents types d'entrepreneurs et également la possibilité pour ceux qui n'ont pas la chance de faire partie de nos incubateurs de pouvoir se lancer par eux-mêmes. On a remonté le temps, ce qui me fait repenser au débat qu'on avait promis sur le début, l'âge de l'utilisation du terme start-up. On va laisser cette problématique de côté, on fera une recherche Google après. Par contre, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que vous donniez chacune un exemple d'une ou deux startups que vous aimeriez bien voir éclore ou que vous accompagnez et qui vous bottent. Après, j'imagine qu'il y a des secrets, des choses que vous ne pouvez pas vraiment dire. Mais est-ce que là, maintenant, il y a un ou deux exemples qui vous viennent à l'esprit de projets qui vous motivent? Alors, je dirais que malheureusement, et en bonne neutralité, je ne pourrais pas m'exprimer en donnant des noms, mais je dirais que c'est plutôt des milestones, donc des jalons, des étapes de parcours qui sont assez gratifiants, sachant qu'on est finalement un grain de sable dans une success story. On est au démarrage, finalement tout se fait, une bonne partie se fait par la suite.
Et c'est peut-être là-dessus où il y a un côté humain aussi avec des startups avec qui on travaille davantage que d'autres parce qu'on est sur des principes, je ne sais pas, il me semble que c'est relativement similaire. On est aussi on demand, donc ça veut dire que sur demande, c'est la startup également qui va nous contacter. Et il y a un travail, c'est un peu comme un match de tennis ou un sparring de boxe, dépendamment de ce qu'on aime, qui va se mettre en place et qui va faire qu'il y a aussi un élément personnel qui va être lié au projet en lui-même. Et donc, c'est par rapport à ça, ça peut être récemment des startups qui ont été listées dans le top 100, si on prend un des benchmarks, tu parles de Venture Lab, qui se retrouvent dedans, d'autres qui sont pris dans des incubateurs à succès aux États-Unis. Donc, c'est différentes étapes, mais je dirais qu'avant tout, c'est une aventure pour moi humaine. Et c'est la personne derrière que je voudrais voir réussir plus que la startup en elle-même. Je trouve bien de ramener ça au milestone parce qu'effectivement, politiquement, c'est très sensible parce que si on en cite 2, il y a tous les autres qui vont dire pourquoi tu vas pas parler de moi. Mais je pense que c'est voilà, on fonctionne, il y a des projets, la progression n'est jamais linéaire et donc du coup, tout d'un coup, on va franchir plein de choses, on va trouver des choses, ça va s'accélérer et là, waouh, il y aura un peu une montée d'adrénaline. Après, tout d'un coup, c'est un peu plus la traversée du désert parce que c'est compliqué, on trouve pas. Enfin voilà, et puis après, ça va réavancer. Donc, je pense qu'il y a vraiment on se réjouit plus du milestone qu'une startup est en train de faire, peu importe son stade de développement ou le projet en question. En tout cas, pour moi, c'est l'aventure qui m'anime plus qu'un sujet. J'ai le parallèle tout d'un coup avec mes enfants. Si on me demande lequel c'est que tu préfères. Non, je me réjouis que lui finisse l'école et qu'elle après elle a marché. J'ai compris. Mais peut-être avec tes enfants, tu en auras peut-être un dont tu te réjouis qui quitte la maison plus tôt. Il y en a un que tu préfères. Non, mais je vous aime les deux. Pareil, très fort. Puisqu'on ne mentionne pas non, je ne vais pas mentionner non. Mais moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que dans mon quotidien, en fait, tous les jours, je vois les startups micro-entrepreneurs qui gravitent dans mon quotidien. Donc, il y a le point relais où je me fais livrer mes colis commandés sur Internet qui devant l'université où je travaille. Et c'est un réseau en fait multi-opérateur qui est en train de se développer dans tout Genève, mais aussi maintenant en Suisse, et qui règle la problématique du dernier kilomètre de livraison. L'autre jour, je me baladais avec mon sac à main en cuir de raisin et 2 jeunes femmes incroyables qui sont en train de développer une marque durable dans la fashion et notamment les accessoires. Et puis, cette ressourcerie textile où j'emmène ma fille pour faire de la couture parce que c'est toutes les chutes de tissus qui sortent des grandes entreprises, des écoles d'art, etc. Et puis encore, les box où tu vas emprunter ton matériel sportif qui sont maintenant dans tous les terrains sportifs en Suisse, mais même à l'étranger, au Canada, en Irlande. Donc en fait, toutes ces pépites, elles gravitent dans mon quotidien et j'espère vraiment qu'elles vont perdurer parce qu'elles amènent un réel plus dans le quotidien des citoyens et ça amène vraiment une avancée que dans notre quotidien. Donc ça, je trouve que c'est génial. C'est pour ça que Maurice n'a pas pu répondre parce qu'en fait, les projets qui l'accompagnent sont tellement technologiques qu'en fait, c'est dur de les voir Il y en a tous les jours. également de la medtech et de la biotech où tu étais content que ce soit... Non, peut-être pour revenir, peut-être que quelqu'un a écouté ce podcast, se dit « Ah, j'ai envie d'y aller, mais j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il fallait que j'aie comme bagage et à quelle porte il fallait que je frappe. » Sachant que peut-être que la personne n'est ni à l'EPFL, ni dans une HES, puis que son projet n'est peut-être pas dans le digital. Comment que faire? Faites autre chose. Voilà, c'est fini, merci beaucoup. Non, mais alors, nous, le truc, c'est qu'on est essentiellement tourné vers des personnes qui ont fait les HES à Genève, en plus. Mais on n'est pas fermé aux équipes multi-origines. Donc, si, par exemple, quelqu'un a dans son équipe quelqu'un qui vient des HES Genève, tout à fait bienvenue. Donc ça, c'est un peu l'ouverture. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment un incubateur académique dédié à ces projets. Mais il y a d'autres structures. Il y a Génilem qui accompagne des projets entrepreneuriaux depuis 30 ans maintenant. Il y a la Fongite à Genève qui est vraiment dédiée aux projets Deep Tech. Et puis d'autres structures comme Impact Hub, voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Le tissu de soutien à l'entrepreneuriat, il est hyper dense. Et je suis sûre qu'il y a toujours une solution pour les projets qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne correspondent pas à nos profils. Je pense que c'est en lien avec ton autre question. Est-ce qu'il faut garder l'idée pour soi ou en parler? En parlant, on va démultiplier les chances d'avoir quelqu'un qui nous dit « Ah, mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment la structure qui est adaptée pour toi. Ça dépend vraiment de son idée, de son ambition, etc. » Pour notre part, on fait uniquement des projets à forte composante digitale parce que c'est là qu'on a une expertise, mais il y en a d'autres dans d'autres domaines qui font d'autres choses. Donc,
Alors, je vais reprendre aussi un peu ces points-là et je pense qu'il n'y a pas forcément une feuille de route à faire. Nous, on a la même contrainte que Caroline, c'est qu'il faut avoir une affiliation à l'EPFL, soit actuelle, soit récente. Je dirais que je séparais également incubation de financement. Tu as différents organismes, on parlait de l'AFIT avant, qui sont où tu reçois du conseil, mais aussi tu viens de frotter à des experts qui te donnent aussi un feedback intéressant. Mais au-delà de ça, je dirais que dans un premier lieu, si j'étais, je me mets un peu à la place de votre audience, je me dis, je regarde ce podcast, très bien, on m'a balancé plein de trucs. Par où démarrer? Je dirais qu'il y a aussi, de façon générale, je trouve, et vous me corrigerez si je me trompe, je trouve que la communauté start-up au sens large, que l'écosystème est assez bienveillant. C'est-à-dire que tu peux assez facilement te pointer à un événement, aller discuter avec des gens, poser des questions, demander des conseils. Et c'est encore un peu, je pense, dans ce processus de création et de bienveillance. Et je pense que c'est peut-être par là que je démarrais, en fait. Ça allait un petit peu me frotter au quotidien, d'aller poser des questions et de me faire mon propre chemin. Je pense que vraiment le point essentiel qu'on veut faire quelque chose qui est de rupture, comme on dit, qui sort du quotidien, c'est de se créer son propre chemin en utilisant ce qui est à disposition aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, ça ressort assez souvent, mais c'est vrai que le milieu entrepreneurial, je pense, est assez bienveillant parce que c'est beaucoup des gens aussi qui ont beaucoup galéré, qui ont cravaché pour y arriver, et puis donc du coup, qui sont souvent assez à l'écoute, s'ils peuvent donner un coup de main ou ouvrir une porte. Enfin, il y a plusieurs personnes dans notre entourage qui ont très bien réussi, et c'est les premiers à rencontrer 2-3 entrepreneurs par semaine, à leur donner des petits conseils à droite à gauche. Je pense que ça arrive beaucoup plus que ce qu'on le pense, donc il ne faut vraiment pas avoir peur de sortir, parce qu'en fait, on va vraiment en retirer plein de choses. Et puis, même si on ne va pas faire de business après ou pas monter le projet, personnellement, c'est extrêmement enrichissant de sortir. Et j'ajouterais que chez Pulse, typiquement, chaque mois, on organise un événement qui est complètement ouvert à la communauté, justement pour faire se rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément issues des HES, entre entrepreneurs, avec des jeunes pousses. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur nos événements sur pulse-hesge.ch. Puisqu'on est dans la publicité, au cas où le 16 décembre, au Rolex Center, on a notre cérémonie de clôture de Blaze. Ça, c'est ouvert. C'est ouvert au public, justement, et qui permet aussi de venir discuter. Il y a une partie apéro également. Mais je voulais dire plus généralement, je pense qu'il faut vraiment penser écosystème, que ce soit roman ou même suisse. Et de se dire, nous, on a la chance à l'EPFL d'avoir aussi des startups à grand succès. C'est des personnes qui sont accessibles et qui ont envie aussi d'aider et transmettre, qui donnent. Alors, bien sûr, c'est aussi souvent, ça va de pair avec emploi du temps chargé, mais qui peuvent aider. Et je pense que le mentorat, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, qui n'est pas forcément quantifiable en termes d'argent, mais qui a également une grande part dans la création de startups et dans le déploiement de nouveaux projets. Donc, il n'y a pas de mauvais sportifs. C'est juste qu'on s'est découragé avant la fin, si je comprends bien un peu le... Ouais, disons que si on tape à 100 portes, personne ne nous répond. Le problème n'est peut-être pas le projet. Et moi, j'amènerais le truc ailleurs. Je pense que si tu veux rentrer dans un établissement, je pense que si la porte ne marche pas, essaye peut-être la fenêtre ou autre chose. C'est aussi de changer son jeu en cours de route et d'itérer. Ouais. Peut-être juste, ça c'est une demande, parce qu'évidemment Fabio, quand on a discuté, Fabio, donc responsable opérationnel de Coca, quand il a su qu'il y avait ce podcast, il a dit faut raconter aussi toutes les fois qu'on a pu monter des offres, parce que c'est aussi ça qui fait partie de l'aventure, c'est que le produit il est à la rencontre du client, etc. Est-ce que c'est une étape importante justement le premier client? Comment est-ce qu'on prépare l'entrepreneur ou l'entrepreneuse à ce moment-là? Alors, nous, on a une étape qui est très carrée, mais vu que dans le processus, pour nous, c'est tout de suite vraiment aller se confronter à son client, à son problème. C'est vraiment la première étape. La première chose à faire, c'est d'aller parler avec des gens de manière plus ou moins structurée. Nous, on le fait de manière très carrée pour vraiment comprendre leur réalité. Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on est faux? Parce que souvent, on se dit « Ah oui, tel et tel, il veut ça », mais en fait, on se rend compte qu'après 10 interviews, pas du tout. Mais par contre, on va découvrir autre chose. Donc, du coup, ça va quand même nous faire avancer. Et puis après, ces premières personnes avec qui on aura parlé, ça va être aussi des premiers avec qui on va pouvoir présenter le projet. Donc, en fait, chez nous, en tout cas, la mise sur le marché, elle se fait très pas à pas, en fait, de manière assez organique. Et puis après, on va se dire, il faut qu'on aille faire une campagne marketing ici, ou bien qui est activer un peu de bouche à oreille. Et ça va vraiment nous aider, en tout cas au début, à avoir ses premiers clients. Ouais, le premier client, c'est la clé. Enfin, c'est ça qui va te faire vraiment avancer. Et je rejoins Nicolas là-dessus. C'est que
En fait, c'est hyper important, et je l'ai déjà dit au début, mais l'humilité, elle est clé. Parce qu'en fait, il faut être prêt à adapter vraiment son produit au client et accepter que ce qu'on propose n'est pas encore final, et toujours vraiment répondre finalement aux besoins du client. Et puis être prêt aussi en termes de SAV, je pense que là, vous êtes très fort chez Coca, de répondre en fait à des problématiques, des gens qui ne sont pas contents. En fait, il ne faut surtout pas prendre mal en fait, des retours qui n'iraient pas dans notre sens, mais au contraire, le prendre très positivement pour faire mieux, toujours mieux, toujours mieux. On est dans un moment un peu punchline. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Si on devait y avoir une phrase que les gens doivent se visser dans la tête tout au long de leur aventure entrepreneuriale, ce serait quoi? Vous pouvez la dire en latin, si les gens veulent se faire un tatouage. Vous pouvez la dire en anglais pour que ça devienne un post LinkedIn ou un slogan sur un t-shirt. Est-ce qu'il y a une phrase que vous répétez souvent? Bon, vous l'aurez compris, mais c'est quel problème tu résous? Ouais. Et ça, même si un jour on arrive à un stade où on le résout pour 1 million de personnes, on peut toujours le résoudre un peu mieux, ou bien en tout cas aider les gens à le résoudre encore mieux. Et donc du coup, je pense que pour moi, ce serait la ligne directrice tout le long. Je ne l'ai pas en latin, malheureusement. Moi, j'en ai une, mais on ne peut pas faire de la pub pour d'autres éléments. Je dirais que sur une phrase qui est assez connue et qui est plutôt un slogan d'une grande marque, je dirais « Just do it ». Et finalement, parce qu'à nouveau, c'est difficile de résumer en un point, il y a plusieurs éléments clés et je pense que ce serait plutôt une série de bullet points que vraiment une phrase. Non, moi, je pense que c'est important de garder du plaisir aussi. Et du sens, parce que voilà, il n'y a pas que le fric qui compte dans la vie. Je pense que c'est important d'amener du sens dans ce qu'on fait, surtout quand c'est aussi dur, aussi long et aussi chronophage que de monter une boîte, une start-up. Donc garder du plaisir et du sens. Je savais que vous étiez capable de relever le défi, j'avais aucun doute. On arrive à la fin, mais avant de vous libérer, on a un petit rituel pour cette nouvelle saison de En Vrai. C'est la dernière étape. On a demandé aux invités du dernier podcast de poser 3 questions sans savoir à qui elles s'adressaient, vu que c'était pour les invités du podcast suivant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prendre de manière complètement aléatoire, face à moi d'abord. Donc, la première question pour toi, Maurice, ce sera comment rendre les réseaux sociaux moins cons? Je ne dirais pas qui est l'auteur ou l'autrice de cette... Alors, est-ce que c'est les réseaux sociaux qui sont cons ou les gens qui les utilisent? Je pense que c'était un peu à dessein, la question. Non, plus sérieusement, je pense que les réseaux sociaux sont extrêmement utiles parce qu'on parlait des outils pour les startups. Je dirais LinkedIn pour ne pas le nommer, par exemple. Mais c'est aussi une grande perte de temps également. Donc, je dirais qu'au-delà de l'algorithme qui nous est fixé, c'est d'être soi-même maître de son contenu. Et vraiment de se discipliner à se dire pourquoi j'y vais et qu'est-ce que je vais en ressortir. Et je penserais ça. Là. Pas mal. Nicolas, une petite question pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as fait une bonne action? Quand tu m'as ouvert la porte du studio, ça compte pas, si jamais. D'ailleurs, tu l'as pas fait. Non, on passe quand même plusieurs heures par semaine à parler avec des entrepreneurs qui n'ont aucun lien avec nous. Donc, je pense que ça fait quand même partie de leur donner un coup de main. Que ce soit leur dire non, oui, ou fais comme si. Dans un cadre professionnel, je pense que c'était. Et puis, du coup, Caroline, pour toi, à ton avis, qu'est-ce que chacune pourrait faire à son niveau pour avoir un impact positif sur le monde? Ah, c'est des questions... Vous pouvez vous venger pour les prochains. Ouais. Non, je pense souvent à quel point j'ai l'air débile quand je suis sur mon téléphone dans la rue et que je vais me planter devant quelqu'un. Je pense que se décrocher un peu de son téléphone pour justement être beaucoup plus connecté au monde, ça nous ferait certainement réaliser tout ce qu'on peut avoir comme impact positif juste en étant connecté aux autres. C'est un peu bateau. On peut aussi faire son bilan carbone, mais ça, c'est trop flippant. Et puis, faire du compost. Voilà. Plein d'idées.
Ben, c'est parfait. Je pense qu'on peut faire une nouvelle première. Vous pouvez vous micro-applaudir. Merci. Quant à nous, on se revoit bientôt pour un prochain épisode d'En Vrai. J'espère que les échanges que vous auront inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et partager. Ça permet à ce podcast de vivre un peu plus longtemps que l'heure très agréable que nous venons de passer ensemble. Et puis, on se revoit tout bientôt. On se réécoute tout bientôt pour un prochain épisode. Tchuss l'équipe. Merci. Merci.